Si on regarde la situation actuelle pour un épargnant, il y a deux mots qui sont deux mots majeurs, c'est répression financière. Bref, depuis la crise de 2008, ça va quand même faire 12 ans que ça dure, les banques centrales sont à la manœuvre pour tenter de réanimer l'économie. Ça a un impact, c'est que le niveau des taux d'intérêt n'est plus du tout lié à ce qu'on apprenait à l'école, c'est-à-dire la confrontation de l'offre et de la demande. Il est totalement administré par les banques centrales. Les banques centrales, elles font tout pour que les taux d'intérêt soient le plus bas possible. Et puis ça a quoi comme conséquence? Ça a comme conséquence d'avoir un livret A qui est à 0,5%. Et encore, nous dit le ministre, 0,5% c'est un miracle. C'est des contrats d'assurance vie sur le fonds en euros qui sont désormais à 1,25% environ, mais qui iront tranquillement vers le pourcent. Et puis, parallèlement, ça amène le fait que cet argent soit pas cher. On va dire des petites bulles quand même qui existent un peu à la fois sur les marchés actions et plus encore sur le marché immobilier. Le ratio dette sur PIB, c'est un ratio qui est fort sympathique, mais la vraie question c'est est-ce qu'il est opérant? Quel est le pays qui a aujourd'hui le ratio dette sur PIB le plus élevé? C'est le Japon. C'est le Japon, et est-ce qu'il y a eu des problèmes sur la dette japonaise dans le passé? La réponse c'est non, et en particulier parce que la dette, elle est très largement financée par le marché domestique, autrement dit par les Japonais. Alors vous pouvez avoir une dette qui est très élevée, si vous avez, de par votre capacité interne à la financer, vous avez la capacité, entre guillemets, il n'y a pas de problème. Donc là où il peut y avoir des sources d'inquiétude, on a vu par exemple la situation européenne, ce qui s'est passé sur la Grèce, l'Europe avait largement les moyens de financer la dette de la Grèce. Politiquement, l'Europe n'a pas voulu le faire. Donc il y a des choix politiques, il y a des choix économiques. Là où on peut avoir une inquiétude, c'est de se dire qu'effectivement la dette ne cesse d'augmenter par rapport au PIB, et que si nous on regarde en France, on n'est pas capable de financer notre dette, puisqu'on finance notre dette avec des investisseurs étrangers. Cela dit, on va être honnête. Le sujet de la dette aujourd'hui, entre les différentes crises, 2008 dans un premier temps et la crise maintenant qu'on a avec le Covid, tout le monde utilise les mêmes outils pour résoudre les problèmes. Bref, cet outil-là, c'est de la dette. Donc, dans le petit jeu, on est en risque dans le petit jeu de l'excès de dette s'il y a des bons et s'il y a des mauvais élèves. Mais s'il n'y a que des mauvais élèves, franchement, ça ne me semble pas être aujourd'hui la principale préoccupation. La remontée des taux aux États-Unis, c'est le grand sujet du moment pour les acteurs sur les marchés financiers. Mais la vraie question, en fait, les acteurs des marchés financiers, ils ont toujours besoin d'avoir une marotte. Donc, ça va être la rotation sectorielle, ça va être l'évolution du dollar. Là, aujourd'hui, c'est la remontée des taux longs américains. On a des taux longs américains qui sont sensiblement remontés, on va être honnête, puisqu'ils étaient nettement sous 1 et ils ont touché 1,70. Ça a eu, on va dire, chez nous, une petite répercussion. Si on prend le 10 ans français, il était tombé au plus bas aux alentours de moins 0,40. Et là, on est actuellement aux alentours de moins 0,10. Juste quand même, il faut avoir conscience de la chose suivante. Un taux d'intérêt négatif. Quand on est allé à l'école et qu'on a un tout petit peu étudié l'économie, je peux vous dire que l'hypothèse du taux d'intérêt négatif, on ne l'a pas tellement envisagée. Le taux d'intérêt négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on emprunte, on va rembourser moins que ce qu'on a emprunté. Et ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour permettre d'injecter de l'argent dans les circuits, et ce n'est possible qu'à une seule condition, que les taux soient véritablement administrés et que la Banque centrale, finalement, intervienne sur les marchés. Donc, on a des taux qui, en Europe, ont remonté de, on va dire, 30 à 40 centimes, suivant le même mouvement que ce qui s'est passé aux États-Unis, mais avec une ampleur qui est quand même, très sincèrement, nettement inférieure. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur nos placements? Alors, prenons les choses simples. Est-ce que ça va permettre une remontée du taux du livret A? Réponse, non. Le taux du livret A, 0,5 déjà, soyez contents. Deuxièmement, est-ce que ça va avoir pour effet de remonter le rendement des taux des contrats d'assurance vie? Réponse, non. Pourquoi? Parce que les assureurs,
dont le métier est d'assurer, finalement préfèrent aujourd'hui vendre des unités de compte, c'est-à-dire ne plus rien assurer, puisque la caractéristique de l'unité de compte, c'est de transférer le risque au client. Et que le régulateur, autrement dit la CPR, et le pouvoir politique, finalement, les encouragent dans cette stratégie. En pratique, donc, il n'y aura pas de remontée des taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet ? Ça peut avoir un effet sur le crédit immobilier. Donc, le taux du crédit immobilier pourra augmenter, ce qui ne posera nul problème pour tous les gens qui ont déjà emprunté, parce qu'en France, à la différence de ce qui se passe aux États-Unis, on emprunte à taux fixe. Ça va potentiellement renchérir un peu le coût du crédit pour les nouveaux acheteurs. Et de ce fait, ça va peut-être un peu ralentir le marché immobilier. Question, sur le fond, est-ce un mal ? Quand on voit l'évolution des prix et les difficultés que les gens ont à se loger avec les prix de l'immobilier, on est quand même en droit de s'inquiéter. Moi, le secteur de l'immobilier est un secteur qui m'amuse énormément. J'aime bien faire de la pédagogie, et il y a des débats en France autour de l'inflation. Alors les gens nous disent « Ouais, mais mon pouvoir d'achat, il n'augmente pas parce que les chiffres d'inflation sont faux ». En fait, je pense qu'il y a un énorme malentendu sur l'inflation, c'est que pour un individu, l'inflation, c'est combien il me reste dans ma poche une fois que j'ai tout payé. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années ? C'est qu'on a de plus en plus eu notre consommation qui a fonctionné avec des abonnements. L'abonnement, vous ne vous posez pas la question de savoir si vous le payez ou si vous ne le payez pas. Tous les mois, il est prélevé de votre compte. Donc, plus vous augmentez les abonnements que vous avez dans votre consommation, plus qu'il vous reste à vivre, une fois que ces abonnements ont été payés, ont été importants. Ce n'est pas un sujet d'inflation, c'est un sujet de mode de consommation. Et donc, pour en revenir sur l'immobilier, moi, j'adore un truc tout fou, c'est que vous voyez les prix de l'immobilier qui ne cessent d'augmenter, et dans le même temps, on vous dit que grâce à la baisse du crédit, votre pouvoir d'achat augmente. Ça, c'est génial. Un truc coûte de plus en plus cher et votre pouvoir d'achat augmente. Donc aujourd'hui, si le pouvoir d'achat et d'immobilier se calmait un tout petit peu parce que les taux remontaient à des niveaux plus raisonnables, est-ce que ce serait un drame ? Moi, j'aime bien regarder les choses. Si on fait de la gestion de patrimoine, on essaie toujours de se projeter dans un temps long. Et si on se projette dans un temps long, je vais vous faire un petit match que j'aime bien, c'est le match des placements sans risque. Donc on va prendre 3 placements sans risque relativement simples, les traditionnels, celui dont on nous dit que c'est le placement préféré des Français, donc le fonds en euros d'assurance vie. On va prendre le produit qui est véritablement le plus souscrit par les Français, c'est-à-dire le livret A. Et puis on va prendre comme dernier placement un truc qui n'est pas du tout considéré comme étant un placement, et pourtant je vais le mettre parmi les placements. C'est en fait la formule qui recueille le plus de suffrages auprès des épargnants français depuis environ 7-8 ans, c'est le compte à vue. Mettons-nous dans... et puis on va regarder les 3 critères de base qu'aiment bien les Français, c'est-à-dire la sécurité, la performance et la liquidité. Mettons-nous dans la situation... du fonds en euros il y a 15 ans. Le fonds en euros il y a 15 ans, si je le prends sur ces critères, en termes de liquidité, il était plus ou moins liquide, ce n'est pas sa meilleure qualité. En termes de sécurité, il offrait une garantie intégrale en capital, ça veut dire que si vous aviez versé 100, vous étiez sûr de récupérer 100. Et en termes de rendement, il avait non seulement un rendement qui était élevé, mais surtout il avait un rendement garanti. On vous proposait 4,5, 3,5% sur toute la durée de votre contrat. Ça, c'est le fonds en euros à l'époque. Le fonds en euros aujourd'hui, en termes de liquidité, ça n'a pas beaucoup changé. Attention quand même, il y a une petite différence, c'est que la loi Sapin 2 est passée par là et que la loi Sapin 2 dit que désormais on peut bloquer les rachats sur votre contrat d'assurance vie. C'était possible avant. C'était possible avant si le régulateur constatait qu'un assureur était en difficulté. Mais on était dans un cas particulier pour un assureur. Avec la loi Sapin 2, les choses changent et désormais c'est possible pour toute la place. On est là dans un risque qui est un risque macro-prudentiel. Donc liquidité, c'est un peu moins bien. En termes de sécurité, c'est moins bien aussi. Pourquoi ?
Parce qu'avant, les contrats, majoritairement, garantissaient le capital. Ça veut dire que si vous aviez versé 100, eh bien, vous étiez sûr de retrouver 100. Maintenant, on vous dit, on vous garantit 100, mais avant prélèvement des frais de gestion. Bref, l'assureur se garantit de percevoir les frais de gestion. Ce qui veut dire en pratique qu'au bout de 8 ans, votre garantie, elle n'est plus à 100, elle est à 92 ou à 93. Donc, sur le côté de la garantie, le fonds en euros, il est quand même moins bien que ce qu'il était il y a 20 ans. Quant au sujet du rendement, les rendements baissent, normal, les taux baissent, mais surtout, le taux minimum garanti n'existe plus. Bref, on voit bien que le fonds en euros, il a profondément évolué dans le temps. Par rapport à ça, le livret A, ses caractéristiques en termes de liquidité et de sécurité n'ont pas changé. Sa rémunération, elle a baissé, mais c'est dans la logique de tout ce qui se passe sur l'environnement des taux d'intérêt. Maintenant, si je prends le compte à vue, en fait, le compte à vue, lui, il n'a pas changé. Il est liquide, parce qu'on peut faire des opérations avec. Sa sécurité, le risque que l'on court, c'est le risque de faillite de sa banque, mais comme on court un risque sur la faillite de son assureur. Et dernier point, sa rentabilité. Il y a 25 ans, on n'avait pas le droit de rémunérer les comptes sur dépôt. Depuis, on a le droit de le faire. Rassurez-vous, pas grand monde l'a fait. Et donc, on n'avait rien avant, c'était fixé par la loi. Maintenant, on n'a rien, c'est fixé par la pratique. Mais maintenant, si je regarde les choses d'un point de vue concurrentiel, il y a de cela 20 ans, c'était une évidence que le fonds en euros était une excellente solution, était la meilleure des solutions. Maintenant, c'est plus compliqué. Parce que si je fais mon match entre mon compte courant et mon fonds en euros, en termes de liquidité, mon compte courant est plus liquide que mon fonds en euros. En termes de garantie, mon compte courant est plus garanti que mon fonds en euros. Certes, j'ai un peu de rémunération sur mon fonds en euros. Alors, est-ce que ce peu de rémunération sur le fonds en euros compense ou pas les inconvénients du fonds en euros sur les deux autres critères? C'est à chacun de décider. La pire des stratégies patrimoniales, c'est de faire la chasse aux opportunités. La chasse aux opportunités, ça vous amène à une approche patrimoniale qui vous construit des portefeuilles en forme de millefeuille. C'est très rigolo quand vous regardez le portefeuille d'un ménage, c'est que vous constatez toutes les opportunités de toutes les époques. Vous pourrez faire de la géologie en regardant les portefeuilles, et ça c'est une très mauvaise approche. C'est une très mauvaise approche. Pourquoi? Déjà parce que si on regarde globalement, sauf quand on débute, c'est-à-dire quand on est étudiant, où effectivement la taille de sa capacité d'épargne va être plus importante que son patrimoine existant, mais quand on a un peu vécu, on constate que l'argent qu'on est capable de mettre de côté tous les ans, c'est quand même beaucoup moins que ce que l'on a été capable d'amasser dans le temps. Et en fait, en cherchant toujours la meilleure opportunité, on est en train de se dire « Ah, je vais me focaliser sur ce que j'appelle l'accessoire », c'est-à-dire ma capacité d'épargne de l'année, et on va complètement négliger le stock, ce qui est en montant bien plus important. Deuxième remarque par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas raisonner en termes d'opportunité, il faut raisonner par rapport à soi-même. Et l'élément important, c'est un élément d'équilibre en fonction de ses besoins, en fonction de ses liquidités, de son espérance de performance et le niveau de risque qu'on est capable de prendre. Globalement, on constate quoi? On constate que le patrimoine des Français, il est gavé d'immobilier. Alors, il est aussi gavé d'immobilier parce que les prix de l'immobilier sont très chers. Mais dès lors que vous êtes propriétaire de votre résidence principale, il faut quand même avoir en tête que le patrimoine médian des Français, ça veut dire des ménages français, ça veut dire que 50% des gens en plus, 50% des gens en moins. C'est 117 900 €. Donc, quand vous êtes propriétaire de votre résidence principale, c'est le cas d'un peu moins de 60% des Français, vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous avez déjà un poids de l'immobilier dans votre patrimoine qui est absolument colossal. Donc, les Français, ils ont de l'immobilier et à côté, des placements sûrs. Cela dit, on a tendance à dire les Français placent mal leur argent. Il y a une vraie cohérence par rapport à ça, notamment quand on débute. Parce qu'on ne peut pas pousser les gens à avoir du crédit immobilier pour payer leur résidence principale et ne pas les encourager à côté à avoir du cash. Et c'est tout à fait normal que les Français fassent ça, parce que moi, j'avais une consoeur qui me faisait rire, parce qu'un jour elle achète un appartement à Paris, qu'elle paie cher, je lui dis « Ah, ça va, t'es content que t'es propriétaire ?» Elle me dit « Ouais, tu parles, je suis propriétaire de mes dettes. »
Et elle avait bien raison. Quand on achète à crédit, on est propriétaire de rien. On est propriétaire du delta entre la valeur de l'appartement et ses dettes. Et quand on a des dettes, un raisonnement sain, c'est de se dire qu'on va quand même essayer d'avoir de l'argent pour les rembourser. Donc, le fait de se dire j'augmente mon épargne de précaution parce que je prends du crédit, ça va me permettre de m'assurer de ne pas avoir d'incident de paiement avec mon banquier si jamais il m'arrive quelque chose, c'est quelque chose qui est ça. Une fois qu'on a évacué ce sujet, très clairement, on voit que la bourse est insuffisamment représentée dans le patrimoine des ménages. Donc, moi, je ne vais pas vous dire que c'est le moment d'aller en bourse. Je vais vous dire, globalement, je considère qu'il n'y a pas suffisamment de bourse dans le patrimoine des ménages. Et d'un point de vue public et politique, il faudra quand même qu'on nuance ce propos avec un autre sujet. On voit bien les évolutions de notre société, avec le fait que le salariat n'est pas le statut qui est le plus en vogue, que quand on a des gens qui sont en difficulté professionnelle, on les incite plus à créer une boîte, à devenir entrepreneurs et à monter leur propre structure. Donc ça, c'est une prise de risque. Et cette prise de risque, elle est, si vous regardez d'ailleurs, le poids des investissements dans leurs propres entreprises par les ménages français est nettement supérieur au poids qu'ils investissent en actions. Et quand vous êtes dans cette situation-là, quand en fait vous devenez actionnaire de votre propre structure, est-ce qu'il faut ultra diversifier et reprendre du risque sur la bourse, ou est-ce qu'au contraire, il faut sécuriser en ayant de l'épargne de précaution, en se disant, certes, mais j'ai ma prise de risque là sur ma boîte qui est quand même super importante, donc il faut que j'équilibre mes risques par ailleurs. Ça, c'est une vraie question et je trouve que les pouvoirs publics ne la traitent pas vraiment. J'attends des pouvoirs publics quelque chose de très simple, c'est que soit pris en compte dans la politique publique en matière d'épargne une logique microéconomique. Je m'explique. En bourse, vous savez, il y a deux approches. Il y a les bottom-up et les top-down. Donc les top-down, c'est ils prennent les problèmes de haut et ils descendent ensuite dans le détail. Et les bottom-up, ils partent du détail et ils remontent vers le haut. Toutes nos politiques, je dis bien toutes nos politiques en matière d'épargne, sont toutes construites sur un principe top-down. On pense macroéconomie et derrière, on voit comment on arrive à s'en sortir. Et comme ça, on ne néglige complètement la problématique des épargnants et on finit par pondre des choses qui, fondamentalement, ne servent à rien. On a pondu les contrats NSK, les contrats DSK, l'euro diversifié, l'euro-croissance. Donc, c'était pas compliqué. Je veux dire, dès le départ, quand on a vu ces machins-là, dès lors qu'on pensait un tout petit peu client, on savait qu'on allait dans le mur. Mais Bercy et banquier Yassior, ils s'en foutent d'aller dans le mur. Mais ils sont là en train de dire, on a des grandes masses d'argent. Le sujet actuellement est très intéressant. Dans cette période de Covid, on a plein de fric et on dit comment peut-on l'utiliser intelligemment. Un jour, au moment de la loi Pacte, je suis allé voir Bercy pour leur faire une proposition. Et puisque vous me posez une question, je vais vous donner un truc un peu neuf. Nous avons un débat débile en France autour des fonds de pension. Je dis bien un débat débile, totalement idéologique. Parce que vous avez une réalité entre le système par répartition qui est le nôtre, où les cotisations des actifs financent les retraites des inactifs, et le régime par répartition des fonds de pension, notamment américains, vous avez une clé commune, c'est la démographie. Si vous êtes dans un système vieillissant, comme on connaît par exemple sur le système japonais, les deux systèmes se plantent. Pourquoi ? Parce que, en pratique, le système par répartition, ça paraît relativement évident. Ça veut dire que s'il y a moins de cotisants, c'est compliqué de payer les retraites et de les augmenter. Mais dans le système par capitalisation, pourquoi les actions montent ? Pourquoi les actions montent ? Les actions, elles montent parce qu'il y a de la création de richesse. Quand on a une économie avec une démographie qui est défavorable, comme au Japon, la création de richesse, elle est quand même nettement moins importante parce que les gens vieillissent, ils consomment moins, etc. Deuxièmement, ce qui porte les cours de bourse, c'est également les flux. Or, si vous avez des gens qui sont en situation de désépargner parce qu'ils vieillissent et qu'ils ont moins de revenus, vous avez moins de flux, donc les cours montent moins. Donc, les deux systèmes dysfonctionnent sur ce sujet-là. Et donc, face à ce choix politique, moi je pense qu'on devrait effectivement encourager
l'économie de nos entreprises, leur apporter de l'argent, et le concept des fonds de pension est un moyen d'apporter de l'argent aux entreprises françaises. Et donc moi j'avais fait une proposition en disant ne soyez pas rétrograde, soyez moderne, et en fait on est dans un pays où il faut donner de l'espoir à la jeunesse. On sait qu'il y a un certain nombre de déséquilibres dans notre société qu'il faut essayer quelque part de corriger. Et donc moi, mon idée, c'est de dire, ne faisons pas des fonds de pension pour les vieux, faisons des fonds de pension pour les jeunes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire, le système est totalement criminel avec le livret A. Moi, j'adore quand les banquiers disent scandale, le livret A défiscalisé, ça fait un mal fou à l'économie française, etc. Mais les gars, arrêtez chaque fois que vous avez une naissance parmi vos clients d'aller voir les parents et les grands-parents en leur disant ouvrez un livret A pour le petit. Ouvrez un livret A pour le petit, ça ne rime à rien. Le livret A, c'est un truc, c'est génial, et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit défiscalisé. Le livret A, c'est de l'épargne de précaution. Donc, si vous avez 100 sur votre livret A et que vous devez changer votre voiture qui vaut 100, c'est tout à fait normal qu'à la dernière minute, on vous dise excusez-nous, mais il faut que vous payiez les impôts, donc en fait, vous n'avez plus que 95. Donc, la défiscalisation du livret A, c'est tout à fait normal. Le livret A, c'est de l'épargne de précaution. Est-ce que le bambin, avec son livret A, va aller faire un retrait en disant « Oh là là, j'ai besoin d'argent pour aller acheter ma tétine ?» Réponse « Non ». Donc, le livret A, c'est de l'épargne de précaution. Les bambins, ils n'ont pas besoin d'épargne de précaution parce que c'est leurs parents qui s'en occupent. Donc, morale de l'histoire, le livret A ne devrait pas être fait pour les gamins. À la place, on devrait donner cet avantage fiscal en disant « Ben voilà, on est prêt à vous faire un livret qui va être investi en actions pendant longtemps. Vous alimentez ce système-là, c'est investi en actions, donc il faut définir les règles, puis c'est bloqué jusqu'à la majorité, voire plus. Et cet argent-là, ça permettra en fait pour les parents, parce que moi j'adore, on est toujours en train de nous dire ah oui, il faut penser. Alors, nous vivons dans un monde où les élections sont de plus en plus courtes, où on pense de plus en plus à court terme. La seule population la plus intelligente à travers le monde, c'est les particuliers, parce que les particuliers, eux, sont capables de penser à long terme. Et il faut qu'ils apprennent à épargner à long terme. Sauf que la vie d'un particulier, c'est, je la fais un peu caricatural, mais bon, c'est, vous faites vos études, déjà ça coûte une blinde, deuxièmement, vous trouvez du boulot, mais enfin c'est quand même pas facile, vous avez fait des études, vous avez un bac plus 5, on vous prend au SMIC, vous dites que c'est quand même pas cher payé, mais bon, de toute manière, il faut bien commencer quelque part. Vous entrez dans la vie active donc de plus en plus tard. La vie active est de plus en plus compliquée parce qu'on va quand même pas commencer par vous proposer un CDI. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez tomber amoureux, vous allez vous dire vite, on s'aime, il faut qu'on s'achète un bien immobilier qu'on va payer très cher, mais de toute manière, rassurez-vous, il y a un crédit pour ça. Et puis finalement, on va avoir un problème de boulot, on va se séparer, on va avoir des enfants, on va se dire qu'il faut financer les études des enfants. Après, on va se dire, mais à 50 ans, maintenant, on est senior, on est foutu, il va falloir que je mette de l'argent de côté, parce que si jamais je suis au chômage, je ne vais pas réussir à m'en sortir, ainsi de suite. Bref, moi je rigole toujours quand on me parle d'épargne de long terme, seuls les privilégiés peuvent faire de l'épargne de long terme. Le français moyen, il ne peut pas faire de l'épargne de long terme, il faut qu'il ait des solutions un peu universelles qui lui permettent de trouver une solution. Si un gamin, vous dites, les parents, les grands-parents peuvent abonder là-dessus, on pourrait même mettre une petite prime d'État, et on a le droit de l'ouvrir dans les 3 premières années de la naissance, et puis c'est bloqué jusqu'à 18 ans. Là, on n'est pas en train de se poser le cas de déblocage du résidence de l'acquisition principale, du licenciement, etc. Déblocage, zéro, rien. Là, on a des fonds qui sont véritablement disponibles à long terme. Comme on est en plus un pays sur lequel la natalité est relativement importante, on a des flux qui arriveraient progressivement, etc. Donc vous cherchez une aide originale, en voilà une.